vais vous évoquer effectivement le travail et surtout les suites d'un travail qui a connu plusieurs étapes. D'abord, un premier rapport qui est disponible aujourd'hui, consultable sur le site de nos inspections générales, IACGF, qui était consacré d'une part à l'offre et les besoins des personnes handicapées en matière d'établissements et services. Comment peut-on juger aujourd'hui de l'adéquation entre les besoins des personnes en situation de handicap et l'offre disponible en établissements et services médico-sociaux? Et puis d'autre part, le mode d'allocation de ressources à ces mêmes établissements et services. Donc ce premier rapport a été remis au mois de juin 2012, et donc vous l'avez vu, vous pouvez le voir puisqu'il est public, et ça a été prolongé ensuite par un deuxième travail donc, que je vais vous évoquer maintenant, qui lui était dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler donc la modernisation de l'action publique, donc les chantiers de réforme engagés par l'actuel gouvernement pour améliorer l'efficience de la dépense publique et des politiques publiques, et où le gouvernement a choisi de donner une suite à notre premier rapport de juin 2012 en engageant le principe d'une réforme de la tarification des établissements et services pour personnes handicapées. Donc ce travail a été conduit au premier semestre 2013. Il a été présenté au comité de pilotage dont faisait partie un certain nombre des associations du secteur au mois de juin 2013. Et normalement, ça a été rappelé, il devrait trouver un débouché très prochainement. Il y a eu un petit peu de délai habituel à l'administration sur des sujets très internes sur notamment l'organisation du pilotage de la réforme, avec les habituelles querelles sur qui va être le chef de la réforme. Apparemment, ce sujet a été à peu près résolu, et donc on devrait voir arriver, m'a-t-on dit, au mois de février, le lancement officiel de cette réforme de la tarification, qui, cela a été dit, va nous amener pendant un certain temps, puisque notre estimation à Agnès Janet et moi, qui avons donc fait ce deuxième rapport, c'est que pour mener à bien complètement ce chantier, on est sans doute parti sur un horizon de l'ordre de 7 ans, 8 ans pour mener à bien toutes ces étapes successives. Alors, peut-être d'abord, sur la base, pourquoi réformer cette tarification des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées? En gros, le constat que nous avons fait est relativement simple. Aujourd'hui, on dépense un peu plus de 16 milliards tous les ans quand on met bout à bout ce que dépensent la CNSA, les départements et l'État pour les ESAT. Et personne n'est capable d'expliquer aujourd'hui comment sont répartis ces 16 milliards d'euros en fonction d'une part des besoins des personnes handicapées eux-mêmes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre cette allocation d'argent et les besoins des personnes pour prouver qu'effectivement c'est bien sur les besoins prioritaires et autant que possible pour l'ensemble des besoins des personnes que cet argent est alloué. Et d'autre part, quel est le service que l'on rémunère? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les établissements et services médico-sociaux avec cet argent? Et en fait, ces deux questions-là, aujourd'hui, clairement, on ne sait pas y répondre. On constate effectivement une répartition qui, là je serais un peu en désaccord avec ce qui est dit précédemment, qui effectivement est basée sur des décisions historiques. À un moment donné, on a fixé une tarification de base au nouvel établissement et services qui s'ouvrait. Il y a eu après des réformes successives de cette tarification, soit relativement paramétriques en fonction du taux directeur, soit parce qu'on a signé un CEPOL, qu'il y a eu un changement des modalités d'agrément. Mais en fait, on a simplement cette succession de décisions qui ont été prises au fil de l'eau de la tarification. Personne n'est capable de justifier de façon objective le montant alloué à un établissement A par rapport à celui alloué à l'établissement B, soit en fonction des caractéristiques de la population qui l'accueille, en montrant effectivement qu'il y a plus de besoins dans un établissement que dans l'autre, et donc c'est logique qu'il ait plus de moyens, soit parce que le service est organisé différemment. Là, on revient sur le fait qu'on est... voilà, tout ça est organisé à partir d'initiatives associatives, de projets associatifs et de projets d'établissement, et qu'on peut comprendre effectivement que, en fonction des projets d'établissement, pour autant qu'ils ont été approuvés par l'administration,
ça puisse se traduire effectivement, parce qu'on a accepté une organisation différente du service, que ça se traduise aussi par des moyens différents en fonction du service offert par les uns et par les autres. Mais ces deux objets-là, que ce soit une vision objective des besoins des personnes accompagnées, ou que ce soit une description objective du service rendu par les établissements et services, ça n'existe pas aujourd'hui. Et même les quelques tentatives, ça vient d'être appelé sur les indicateurs médico-socio-économiques, pour des raisons pas très honorables de manque, disons, peut-être un peu de moyens, mais surtout, je pense, de réflexion systémique du côté de l'administration centrale. Ce qui était une bonne idée en 2003 s'est perdu effectivement dans les sables en 2009 et n'existe plus depuis. Donc on n'a même pas cet outil-là en matière de comparaison du service rendu. Alors, je m'arrête là sur le constat pour vous expliquer un petit peu comment nous voyons les chantiers de cette réforme de la tarification, puisque c'est donc l'objet qui devrait démarrer prochainement. Alors, nous avons décrit 7 chantiers pour mener à bien cette réforme, dont 3 fondateurs qui devrait marquer la première étape de cette réforme de la tarification. Et heureusement, première étape où, à notre avis, si on s'organise bien, on devrait être en mesure d'en voir les produits à l'horizon, disons, à peu près de 3 ans. Donc, il y a 7 ans, 8 ans, ça paraît évidemment extrêmement loin. Il y a des choses importantes, systématiques qu'on peut faire dans le cadre des procédures actuelles d'allocation de ressources du décret de 2003, qui permettront déjà d'améliorer très substantiellement la qualité du dialogue entre les gestionnaires et les tarificateurs, et donc la pertinence de la répartition de la ressource disponible. Alors, ces 3 chantiers, vous en trouverez le détail dans le PowerPoint là, qui a dû être mis dans votre dossier. Donc le premier rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nous faut disposer d'un outil qui nous permette de décrire de façon organisée les besoins des personnes handicapées à partir des limitations d'activité qu'elles rencontrent. Bien évidemment, pas en fonction du type de handicap, parce qu'on sait bien que des types de handicap différents peuvent se traduire par les mêmes limitations d'activité. Et ce qui est fondamental, ce qui a été dit d'ailleurs dans la loi de 2002, c'est qu'on cherche bien à compenser les limitations d'activité que rencontrent les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap ou l'événement qui a provoqué le handicap dont souffre la personne concernée. Donc il faut un outil de mesure effectivement des limitations d'activité que rencontrent les personnes handicapées. C'est un outil qui est possible à réaliser, qui n'est pas le plus simple parce que effectivement les situations de handicap sont très diverses. Il ne faut non plus pas avoir un outil qui soit tellement sophistiqué qu'il en devient inutilisable dans la vie concrète. Donc il y a un équilibre pratique à trouver pour cet outil, mais il y a eu des tentatives qui montrent que c'est possible. Une tentative aboutie que nous avons décrite dans le rapport de juin 2012, c'est ce que font nos collègues belges dans la région de Bruxelles-Capitale, qui ont mis en place, il y a maintenant 7 ans, un outil de ce genre-là, et dont qu'ils utilisent effectivement pour l'allocation de ressources aux établissements et services de la région de Bruxelles-Capitale. Voilà, donc si les Belges ont su faire, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachions pas faire. Et puis il y a eu une tentative franco-française, si je puis dire, dans la région des Pays de la Loire, qui était un projet qui s'appelle Évasion, qui avait été initié par la DGAS de l'époque, qui était parti du même constat. Il y avait, je ne sais pas exactement qui avait eu cette illumination au sein de la DGAS de l'époque, mais effectivement en partant de ce même constat de besoin d'un outil qui permette de comparer les situations réelles des personnes handicapées, avait demandé au CREAI des Pays de la Loire de faire un bilan des outils partiels existants déjà aujourd'hui et de voir s'ils étaient suffisants par eux-mêmes, sinon de concevoir un outil synthétique et de tester la fiabilité et l'utilisation de cet outil synthétique dans les établissements et services, du moins un échantillon des établissements et services de la région Pays de la Loire. Ce qui a été fait effectivement entre 1997 et 2007,
Ça a été testé dans plus de 150 établissements et services. Et là aussi, malheureusement, c'est un peu comme les indicateurs médico-socio-économiques. Pour des raisons très contingentes, on nous a dit que c'était parce que la personne qui suivait le projet avait quitté la DGAS et le projet a disparu apparemment avec cette personne. Voilà, donc et ça n'a pas connu de suite, ou du moins de suite nationale, même si ici ou là, il y a des établissements et services de la région des Pays de la Loire qui continuent à l'utiliser pour leur propre compréhension de la situation des populations qu'ils accompagnent. Mais enfin, c'est un travail disponible et à quelques problèmes d'actualisation près qui peut être pris. Donc ça, c'est la première base, c'est disposer, en gros, pour faire une assimilation avec le secteur des personnes âgées, d'avoir un GMPS, personnes handicapées. Voilà, donc évidemment différent parce que c'est pas les mêmes situations, mais qui part un petit peu de la même conception de mesures objectives des limitations d'activité et des besoins de santé des personnes en situation de handicap. Le deuxième outil, je l'ai évoqué aussi, c'est d'avoir une description organisée du service rendu par les établissements et services. C'est-à-dire qu'au-delà de la littérature du projet d'établissement, que l'on ait un outil descriptif qui aille plus loin évidemment que la simple catégorie d'agrément et qui décrive effectivement les moyens mis en œuvre à partir du projet d'établissement pour répondre aux besoins des personnes qui sont accueillies. Alors là aussi, il nous semble que c'est un travail qui est réalisable, et d'ailleurs un certain nombre des établissements, je pense que certains des gestionnaires ici s'y reconnaîtront, du fait des CEPOM, parce qu'ils avaient un CEPOM qui couvrait un ensemble important et hétérogène d'établissements et services, ont éprouvé le besoin de créer pour leurs propres besoins internes ce genre d'instrument, parce qu'avec le CEPOM, ils avaient eux-mêmes la possibilité de réallouer des moyens entre les différentes structures couvertes par le CEPOM, et pour justifier et comprendre quelles étaient leurs marges de manœuvre, ils ont eu besoin effectivement d'avoir une description organisée des services rendus à l'intérieur de leur propre périmètre. Et on a rencontré un certain nombre d'expériences intéressantes de gestionnaires qui ont développé pour leurs besoins propres ce type d'outil. Donc ça, c'est le deuxième chantier indispensable. Et le troisième, c'est pour les besoins de santé des personnes handicapées. Parce que le système actuel, et qui est sans doute intrinsèquement indispensable, fait qu'évidemment, une partie de la réponse aux besoins de soins des personnes handicapées se fait à l'intérieur de l'établissement et de son budget, et puis il y a une partie des mêmes besoins pour lesquels on trouve la réponse soit en soins ambulatoires, soit en soins hospitaliers, et donc avec une solvabilisation qui est par d'autres éléments de l'ONDAM sanitaire en l'occurrence, et pas par l'ONDAM médico-social. Et bien évidemment, on ne peut pas rêver d'un système où on intégrerait la réponse intégrale à tous les besoins de santé des personnes handicapées à l'intérieur des moyens de l'établissement lui-même. Il y a des besoins spécialisés, il y a des réalités de la démographie des professions de santé qui fait qu'évidemment, il faut aller chercher des réponses pour partie en dehors du périmètre de l'établissement et que la quantité de besoins auxquels il faut répondre avec ces financements externes, avec des financements sur l'ONDAM sanitaire, est très variable d'une structure à l'autre, en fonction de la population accueillie, mais en fonction aussi de son environnement sanitaire. Et donc, on a besoin, pour bien raisonner sur la partie d'allocation des moyens, réponse aux besoins de santé des personnes handicapées, de ne pas regarder que la petite partie que l'on met à l'intérieur petite ou grosse d'ailleurs, partie qu'on met à l'intérieur du budget de l'établissement lui-même, mais qu'on a besoin aussi de regarder quelle est la dépense qui est faite à l'extérieur, parce qu'autrement on n'arrivera pas à bien comparer la réalité du coût global d'accompagnement d'un établissement à l'autre. Il y a eu une étude, ça aussi, ça peut si vous en avez la curiosité, qui peut se retrouver, qui a été faite notamment par l'échelon médical, l'échelon régional de l'assurance maladie de Languedoc-Roussillon, qui a comparé la dépense médicale globale dans les établissements et services pour personnes adultes dans sa région, et effectivement qui a montré par exemple que pour les femmes, il y avait un recours aux soins externes, à ceux qui sont dans la dotation de soins, dans le forfait soins de l'État, est extrêmement différente d'un femme à l'autre. Et donc, évidemment,
il fallait avoir la vision globale de l'ensemble pour y comprendre. Voilà, donc ça, c'est les 3 chantiers fondateurs, à notre avis. Un outil qui permet de décrire les limitations d'activité que rencontrent les personnes pour pouvoir comparer justement la réalité, effectivement, des différences de population entre les établissements et de leurs besoins au-delà de la catégorie juridique d'agrément, et donc constater effectivement ce qu'on sait tous, c'est-à-dire que entre 2 IME, effectivement, oui, tous les 2 sont dans la même catégorie juridique, mais la population n'est pas la même, et donc c'est logique, normal, qu'il y ait une différence dans l'allocation de moyens, parce que les besoins des personnes accompagnées ne sont pas les mêmes entre les 2 établissements. Encore faut-il avoir cet outil de description des limitations d'activité des personnes. Et puis donc l'outil de description du service rendu et l'outil d'appréhension globale de la dépense de soins. Puis quand on aura ça, je veux dire, même avec le système actuel de tarification, donc avec tous les défauts du prix de journée ou de la dotation globale qui sont évidents aujourd'hui, on aura déjà un dialogue budgétaire beaucoup plus construit et intelligent entre les ARS, les conseils généraux et les gestionnaires, que ce n'est le cas aujourd'hui, où effectivement, si ça se limite à savoir si on va mettre tout le monde sous la même toise du taux directeur, avec tous les obstacles juridiques qui ont été rappelés, ou comment est-ce qu'on fait à l'intérieur des marges de manœuvre de la dotation régionale pour justifier qu'on va donner un peu plus à tel établissement ou un peu moins à tel autre. On voit bien, y compris d'ailleurs quand on en arrive au stade du contentieux, que si on n'a pas ces instruments objectifs qui nourrissent, qui doivent nourrir le dialogue autour de l'allocation budgétaire, effectivement, c'est frustrant pour tout le monde, c'est du travail bureaucratique, des fois dont les tarificateurs eux-mêmes sont les premiers à être convaincus qu'ils ne font pas un travail très, très intelligent, et dans les mauvais cas, ça se termine effectivement par un contentieux juridique avec tous les aléas de ce qui a été rappelé, c'est-à-dire que le juge se base sur le texte et on finit par oublier le fondement de l'allocation de ressources. Alors une fois qu'on aura ça, on peut passer à la 2e étape de la réforme, qui là est relativement plus mécanique, parce que ce sont des choses qu'on a déjà largement expérimentées lors de réformes de tarification dans le domaine sanitaire, dans le domaine médico-social, dans le domaine social. Et pour lesquels on a en plus un instrument qui existe aujourd'hui, c'est l'Agence technique de l'information hospitalière, la TIH, qui avait été créée pour accompagner la mise en place du PMSI et de la T2A, donc dans le secteur sanitaire, qui a une expérience maintenant robuste en matière d'accompagnement, de déclinaison d'une tarification, et qui commence à le faire dans le secteur médico-social, puisqu'on lui avait demandé en 2013 une étude sur le champ des EHPAD, dont je n'ai pas encore vu les résultats, mais je pense qu'il devrait arriver prochainement, et qui devrait prolonger ce travail par une étude nationale de coûts également dans le secteur des services de soins infirmiers à domicile en 2014. Donc elle commence à acquérir du savoir-faire, à décliner les techniques qu'elle avait utilisées dans le secteur sanitaire, et également dans le secteur médico-social, en précisant d'emblée que quand je fais cette assimilation, c'est pas pour dire qu'il faudra demain qu'il y ait le même logique de tarification dans le secteur médico-social que dans le secteur sanitaire. Je veux dire, manifestement, on n'ira pas vers une tarification à l'activité dans le secteur médico-social, parce qu'il s'agit d'un parcours de vie, d'un parcours d'accompagnement, et que c'est pas quelque chose qu'on peut, contrairement à ce qui se passe à l'hôpital, découper en actes élémentaires qui trouveraient chacun leur tarification propre. Donc, je veux dire, il y a une méthode qui est la même. La logique de la tarification manifestement ne peut pas être la même entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. Et donc, pour en revenir aux chantiers qui sont à conduire ensuite, il faut faire d'abord une étude nationale de coûts, donc sur un échantillon aussi représentatif que possible d'établissements et services médico-sociaux, leur faire remonter des données de comptabilité analytique selon un cadre commun et qui soient effectivement éclairés par les outils qu'on aura constitués antérieurement sur les besoins, les caractéristiques du public, le service rendu et le périmètre global de la dépense de soins. Donc ce sera normalement
de l'étude nationale de coûts intelligente, c'est pas simplement du compte administratif, c'est vraiment de la comptabilité analytique avec les éléments de contexte qui permettent non seulement de décrire les différences de coûts, mais d'avoir des éléments de compréhension de la justification ou de la non-justification des écarts de coûts entre les établissements et services de l'échantillon. Donc c'est quelque chose en fait de plus élaboré que les écueils qu'on a rencontrés. Peut-être que certains d'entre vous ont vu l'étude qui avait été faite par la FEGAPI avec le soutien de la CNSA à l'époque où j'y étais, et où on avait bien vu que parce qu'on n'avait justement pas cette capacité de décrire les besoins des personnes, on s'était rabattu sur les typologies de handicap et ça ne menait pas très loin. Donc l'étude nationale de coûts doit être alimentée par les premiers instruments. Et puis après cette étude nationale de coûts, on peut raisonner intelligemment sur qu'est-ce qu'on veut comme nouveau système de tarification et notamment quels sont les prérequis qualitatifs que l'on attend d'un nouveau système d'allocation de ressources. Et par exemple, de dire, ce qui paraît assez évident aujourd'hui, il faudrait un système de tarification qui facilite les parcours des personnes, y compris quand elles cheminent entre diverses institutions et services médico-sociaux. Et on sait bien aujourd'hui les obstacles d'un système de prix de journée qui des fois est assez contradictoire ou assez pénalisant par rapport à ce qu'on voudrait faire en matière de souplesse du parcours d'accompagnement des personnes. Donc il faudra se poser les questions qualitatives du système d'allocation de ressources et imaginer à ce moment, à partir des données objectives d'une étude, quel peut être le bon système ou les bons systèmes d'allocation de ressources. Rien ne dit a priori, d'ailleurs, que c'est obligatoirement le même, quel que soit le type d'établissement et service ou quel que soit le type de gestionnaire. On peut très bien imaginer qu'il y ait plusieurs modèles d'allocation de ressources. Puis quand on a ce modèle d'allocation de ressources, il faut le tester. Et donc ça, il faut faire effectivement une simulation en vraie grandeur dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux pour voir effectivement ce que donnerait le nouveau système d'allocation par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, pour pouvoir évidemment mesurer les écarts entre l'ancien système et le nouveau, vraisemblablement des écarts qui se révéleront relativement importants, parce que, effectivement, comme on n'avait pas des outils objectifs, les choses se sont construites empiriquement, et donc quand on va mettre en place des données objectives, on risque de s'apercevoir qu'il y a effectivement des écarts non justifiés significatifs. Donc il faut pouvoir les mesurer avant de se lancer dans la mise en œuvre réelle de la nouvelle allocation de ressources. Et puis quand on a la mesure de ces écarts, après il faut se dire combien de temps et avec quels moyens d'accompagnement on va passer du point A au point B, de l'ancienne allocation de ressources à la nouvelle. Et ça peut prendre un certain nombre d'années. C'est ce qui a été fait à l'hôpital pour la T2A. Là, c'est des choses qu'on sait aussi gérer en fonction des moyens et du temps qu'on veut se donner. Donc ça, c'est les chantiers techniques principaux avec deux dimensions qu'on a rajoutées aussi qui nous paraissent absolument indispensables et qu'il faut embarquer d'emblée dans ce sujet de réforme de la tarification. C'est d'abord les problématiques de système d'information. On l'évoquait tout à l'heure, si les indicateurs médico-socio-économiques se sont écroulés sur eux-mêmes, c'est en fait parce que l'administration n'avait pas pensé au système d'information support dont on avait besoin pour les faire vivre. Et que faire remonter au niveau national je ne sais plus combien de milliers de tableaux Excel en espérant que avec des qualités de données hétérogènes et des tableaux Excel, on allait arriver à les exploiter et à en sortir des données nationales, fiables et pérennes. Effectivement, ça n'a pas duré très longtemps et ça s'est écroulé. Donc il faut penser d'emblée le système d'information qui permettra d'être le substrat de ce nouveau système d'allocation de ressources et pas se poser des questions simplement in fine quand on est tout au bout. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire aussi. En plus, on a quand même maintenant l'acquis du système API qu'on avait mis en route à la CNSA quand j'y étais, donc qui déjà permet aujourd'hui aux ARS de mieux gérer elles-mêmes la répartition de leur enveloppe avec une plus grande fiabilité, qui commence à être un outil depuis la campagne budgétaire de cette année, avec des possibilités d'échange de données entre les établissements et les tarificateurs. Donc voilà, on voit que ça commence à rentrer dans les mœurs,
et qu'on peut se baser là-dessus pour le faire, mais il faut y penser dès le début. Et puis le deuxième chantier horizontal qu'il faut absolument avoir en tête, c'est le chantier de la formation, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir beaucoup de monde concerné par ce nouveau modèle d'allocation de ressources, pas simplement les tarificateurs des ARS et des conseils généraux, mais les gestionnaires des établissements et services, mais aussi les personnels éducatifs des établissements et services médico-sociaux. C'est un peu le même problème que dans les EHPAD. Quand il faut faire la coupe agir ou la coupe pathos, ben effectivement, c'est l'infirmière, c'est le médecin coordonnateur qui, parce que ça correspond à sa technicité, qui doit faire ce travail. Ce sera la même chose dans l'établissement et services pour personnes handicapées. C'est d'ailleurs ce que constatent nos collègues belges aujourd'hui. C'est que utiliser un outil objectif de description des limitations d'activité du public que l'on accompagne, ben effectivement, ça demande une formation et une formation récurrente d'ailleurs des personnels à l'intérieur même des établissements pour que les grilles soient bien utilisées, soient utilisées de façon homogène et qu'elles permettent un dialogue de qualité avec les tarificateurs. Voilà donc théoriquement ce qui devrait vous attendre surtout, parce que pour ce qui concerne les inspections générales, nous avons terminé notre travail avec la remise de ces rapports et l'accompagnement de la première phase que je viens de vous exposer. Et donc, normalement, d'après les échos que j'en ai eus du côté des cabinets actuels, enfin du cabinet de la ministre déléguée aux personnes handicapées, il devrait y avoir prochainement la réunion d'un comité de pilotage de cette réforme, avec évidemment, comme dans les phases précédentes, représentation des associations d'usagers et de gestionnaires, pour lancer officiellement ce chantier et accompagner dans la durée la mise en œuvre de ce chantier. Voilà.